Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui a l'air tout simple, mais qui, en réalité, cache une histoire absolument fascinante, les mois de l'année en français. Si en entendant septembre, octobre, novembre ou décembre, on a l'impression d'entendre des chiffres, eh bien ce n'est pas qu'une impression. On est sur la bonne piste. Je vous promets qu'à la fin de ce petit voyage dans le temps, apprendre les mois sera bien plus qu'une simple mémorisation, ce sera une évidence. Oui, c'est tout à fait ça. Apprendre les mois, c'est bien plus facile qu'on pourrait le croire. Mais alors pourquoi? Tout simplement parce que ce ne sont pas juste des mots jetés au hasard sur un calendrier. Non, non, ils suivent une logique, une histoire. Et une fois qu'on a compris cette histoire, eh bien, les retenir devient presque un jeu d'enfant. Alors on va plonger ensemble dans les origines de notre calendrier pour que tout devienne limpide. Parfait. Alors commençons par les bases. Voici la liste complète des 12 mois de l'année. On va les lire ensemble, un par un, assez lentement, et c'est le moment idéal pour pratiquer la prononciation. On y va? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. La toute première chose qui saute aux yeux, c'est à quel point il ressemble à l'anglais, n'est-ce pas? C'est déjà un avantage énorme pour commencer. Mais attention, cette ressemblance si familière, elle cache en fait un petit mystère, une sorte d'anomalie qui va nous servir de clé pour ouvrir la porte de toute l'histoire du calendrier. Et voilà, on y est. Voici l'énigme. Regardons d'un peu plus près les 4 derniers mois, septembre, octobre, novembre, décembre. Leurs racines latines sont limpides. Septembre veut dire 7, octo veut dire 8, novembre 9 et décembre 10. Pourtant, dans notre calendrier actuel, septembre est bel et bien le 9e mois, pas le 7e. Alors comment on explique ce décalage de 2 mois? Cette simple question, c'est le fil d'Ariane qui va nous permettre de tout comprendre. Alors la réponse, elle se trouve ici, dans l'histoire mouvementée du calendrier romain. Il faut s'imaginer, au tout début, vers 753 avant notre ère, l'année romaine ne comptait que 10 mois, et elle commençait en mars. C'était logique pour l'époque. Mars, c'est le retour du printemps, de la vie, et c'est aussi le début des campagnes militaires. L'hiver, cette longue période d'environ 60 jours, n'était même pas considérée. C'était un trou dans le calendrier, une période sans nom. Un peu plus tard, vers 700 avant Jésus-Christ, on a décidé de combler ce vide en ajoutant 2 mois, Januarius et Februarius. Mais attention, on les a ajoutés à la fin de l'année. À ce moment-là, tout était encore parfaitement logique. Septembre était bien le 7e mois, octobre le 8e et ainsi de suite. Le grand chamboulement, le moment clé, c'est en 45 avant notre ère. Jules César décide de réformer le calendrier pour qu'il colle mieux à l'année solaire. Et que fait-il? Il prend janvier et février, les 2 derniers de la liste, et il les déplace tout au début de l'année. Et voilà, d'un coup, tous les autres mois se sont décalés de 2 crans. Mais leurs noms, eux, n'ont pas changé. C'est comme ça que septembre, tout en gardant son nom de 7e, est devenu le 9e mois. L'énigme est résolue. Bon, maintenant que le mystère des chiffres est éclairci, on peut s'intéresser au reste de l'année. Parce que si les derniers mois sont des numéros, les premiers, eux, sont un véritable panthéon. On y trouve des dieux, des déesses et même des empereurs. C'est un voyage fascinant au cœur de la mythologie et du pouvoir romain qui a littéralement façonné la manière dont on mesure le temps. Commençons donc logiquement avec le premier mois de notre calendrier moderne, celui qui, grâce à Jules César, a l'honneur d'ouvrir le bal chaque année, janvier. Janvier, ou Janussus en latin, doit son nom au dieu Janus. C'était une divinité très importante à Rome, le dieu des portes, des passages, des commencements et des fins. On le représentait toujours avec 2 visages, un qui regarde vers l'arrière, vers le passé, et un autre qui regarde vers l'avant, vers l'avenir. Honnêtement, quel meilleur symbole pour le tout premier mois de l'année? C'est lui qui ouvre la porte de l'année qui vient, tout en refermant celle de l'année qui s'est écoulée. Une idée très puissante. Et cette idée de commencement, ce symbole de la porte que l'on passe, est bien sûr toujours extrêmement présent aujourd'hui. En France, le 1er janvier, c'est le jour de l'an. C'est un jour férié très important, un moment souvent passé en famille autour d'un grand repas pour célébrer ensemble le début de ce nouveau cycle. L'esprit de Janus est toujours là. Après le commencement vient le temps de la purification. Passons maintenant à février, un mois dont le nom nous raconte son ancien rôle, celui d'un grand nettoyage avant le renouveau du printemps. Février vient du mot latin febrois. Ce n'était pas un dieu, mais le nom d'un très ancien festival romain de purification. Et là encore, il faut se souvenir de sa place dans l'ancien calendrier. Février était le dernier mois de l'année. Sa fonction était donc capitale, c'était le moment où l'on se purifiait, où l'on se nettoyait symboliquement de toutes les erreurs et de tous les maux de l'année passée. Le but? Commencer la nouvelle année, en mars, complètement pure et renouvelée. C'était littéralement un grand ménage de printemps spirituel.
Aujourd'hui, en France, on a un peu oublié cette idée de purification. On l'a remplacée par des traditions, disons, plus gourmandes et romantiques. Février, c'est avant tout le mois de la Chandeleur, le 2 février, où tout le monde fait sauter des crêpes. Et bien sûr, c'est aussi le mois de la Saint-Valentin, le 14 février. Les 4 mois qui suivent nous emmènent au cœur du printemps et de l'été, et leurs noms sont un véritable hymne à la vie. D'abord, on a Mars, l'ancien premier mois, nommé en l'honneur du puissant dieu de la guerre Mars. Pourquoi? Parce que la fin de l'hiver signifiait que les légions romaines pouvaient repartir en campagne. Ensuite vient Avril. Son nom vient du verbe latin aperire, qui veut dire ouvrir. C'est un nom tellement poétique, c'est le mois où la nature s'ouvre, où les bourgeons éclatent. Après, c'est Mai, qui honore la déesse Maya, une divinité grecque associée à la fertilité de la terre et à la croissance des plantes. Et enfin, on a Juin, le mois dédié à Junon, la reine des dieux, épouse de Jupiter, mais surtout la grande protectrice du mariage et des femmes. Ce n'est sans doute pas un hasard si juin est encore aujourd'hui l'un des mois préférés pour se marier. On arrive maintenant à un moment charnière de notre histoire, où le pouvoir des hommes va littéralement s'inscrire dans le calendrier. Juillet et août ne se sont pas toujours appelés comme ça. À l'origine, ils portaient simplement les noms de quintilis et sextilis, c'est-à-dire le 5e et le 6e mois. Mais après l'assassinat de Jules César, en 44 avant notre ère, le Sénat romain a décidé de lui rendre hommage en renommant Quintilis en Julius, ce qui a donné notre juillet. Forcément, son successeur, le premier empereur Auguste, n'allait pas être en reste. Quelques années plus tard, il a exigé le même honneur, et c'est comme ça que Sextilis est devenu Augustus, notre mois d'août. C'est un vrai tournant. Pour la première fois, des mois ne sont plus nommés en l'honneur de Dieu, mais en l'honneur d'hommes politiques. Ce qui nous ramène très exactement à notre point de départ. Après avoir fait le tour des dieux, des concepts comme l'ouverture de la nature et des empereurs mégalomanes, il nous reste 4 mois. Et ces 4 mois-là, ce sont les seuls qui portent encore en eux l'écho, le souvenir mathématique et intact de ce fameux calendrier romain originel. Et voilà, la boucle est bouclée. Septembre, octobre, novembre et décembre sont de véritables fossiles linguistiques. Ils sont les témoins vivants de cette époque lointaine où l'année commençait avec le printemps, en mars. Leurs noms sont un rappel permanent de cette ancienne structure, même si leur position, elle, a été bousculée par l'histoire. Bon, maintenant qu'on a exploré le pourquoi, il est temps de passer au comment. Connaître toute cette histoire, c'est un excellent moyen de mémoriser les mois, mais évidemment, il faut aussi savoir les utiliser correctement dans une phrase. Alors, voyons ensemble quelques règles de grammaire. Elles sont très simples, mais vraiment essentielles. Alors, la toute première règle, et c'est probablement l'erreur la plus fréquente, en français, les noms des mois ne prennent jamais de majuscules. Sauf, bien sûr, s'ils sont au tout début d'une phrase. C'est une différence majeure avec l'anglais, comme on le voit bien dans l'exemple. On écrit Noël est en décembre avec un D minuscule. C'est un petit détail, mais qui fait toute la différence pour écrire un français correct. La deuxième règle, c'est un vrai cadeau, elle est encore plus facile. Pour le genre des mois, pas besoin de se poser de questions, ils sont tous masculins. Absolument tous, sans aucune exception. On dira donc le mois de janvier, un bel avril ou le mois prochain. D'ailleurs, le mot mois lui-même est masculin. Le mois. C'est simple, c'est clair, c'est une règle sans piège. Et enfin, la troisième règle, comment dire une date précise. Là aussi, la formule est très simple et très régulière. On commence toujours par l'article le, on enchaîne avec le numéro du jour, un nombre cardinal, c'est-à-dire 2, 3, 4, etc. Et on termine avec le nom du mois. Par exemple, la fête nationale française, c'est le 14 juillet. Il y a une seule et unique exception à connaître par cœur. Pour le premier jour du mois, on ne dit pas le 1, mais on dit le premier. Donc on dira le 1er janvier, mais attention, dès le lendemain, on reprend la règle normale, le 2 janvier, le 3 janvier, et ainsi de suite. Une fois qu'on a cette petite exception en tête, on peut dire n'importe quelle date. Pour finir, je vous propose un petit détour par une période absolument folle et fascinante de l'histoire de France. Une époque où l'on a décidé de faire table rase du passé pour réinventer le temps lui-même. Je parle bien sûr de la Révolution française. Pendant la Révolution, le but était d'effacer tous les symboles de l'Ancien Régime, c'est-à-dire de la royauté et de l'Église. Le calendrier grégorien, avec tous ses noms de saints, était donc une cible parfaite. L'un des créateurs de ce nouveau calendrier, Fabre d'Églantine, l'explique très bien ici. L'idée, c'était de chasser cette foule canonisée, les saints donc, et de la remplacer par la véritable richesse nationale, la nature, l'agriculture, les saisons. Et c'est ainsi qu'est né le calendrier républicain. Fini les dieux romains et les empereurs. Les nouveaux noms des mois étaient inspirés directement du rythme des saisons et des travaux agricoles. C'était incroyablement poétique. On avait par exemple Vendémiaire, le mois des vendanges en automne, Brumaire, le mois des brumes,
Plus tard dans l'année, au printemps, on trouvait Germinal, le mois de la germination des graines, et en plein été, Thermidor, le mois de la chaleur. Ce calendrier magnifique n'a duré qu'une douzaine d'années avant que Napoléon ne le supprime. Mais il nous rappelle à quel point notre façon de mesurer le temps est, avant tout, une construction culturelle et humaine. Et tout cela nous amène à une dernière réflexion. Les noms qu'on utilise tous les jours sont l'héritage de dieux romains, d'empereurs et même d'une ancienne erreur de calcul. Ça nous pousse à nous demander si on devait tout refaire aujourd'hui, en 2024. Que choisirait-on pour nommer nos mois? Est-ce qu'on s'inspirerait de la nature, comme les révolutionnaires? Est-ce qu'on opterait pour un système purement numérique? Ou est-ce qu'on choisirait de nouveaux héros, des scientifiques, des artistes? C'est une pensée fascinante qui nous rappelle que même une chose qui nous paraît aussi immuable que le temps a une histoire et qu'elle continue de s'écrire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette explication. You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.